Alors, reprenons. Donc, l'introduction est terminée. On va on va commencer à rentrer dans le vif du sujet, formaliser les choses un peu plus d'un point de vue mathématique. Donc, ce chapitre s'appelle Variété différentielle. Donc, comme vous le savez, je pense, l'espace-temps est modélisé en relativité générale par une variété différentielle. Est-ce que vous... Peut-être... Je ne suis pas sûr que ce nom parle à tout le monde. Non, d'accord. Donc on va introduire cette notion. Alors, c'est une notion géométrique en fait assez simple, mais ce qu'on appelle la géométrie différentielle peut être assez rapidement complexe. On ne fera pas plus complexe que ce dont on a besoin. L'essentiel de la difficulté, en quelque sorte, se rapporte à la chose que je vous avais dit la dernière fois, qui est que spontanément, on pense à un espace comme étant euclidien, comme ayant la géométrie euclidienne, qui est la géométrie naturelle. Et il y a une particularité dans ce type d'espace, c'est la structure affine. C'est-à-dire qu'il est associé à cet espace un espace vectoriel. Donc il y a l'espace en tant qu'ensemble de points. Espace, ensemble, pardon, je fais un peu des raccourcis. Mais en plus, associé à ça, il y a un espace vectoriel qui fait qu'il est possible d'associer à deux points donnés un vecteur unique AB. Et bon, il y a toute la structure affine dont j'ai parlé la dernière fois, qu'on explicite rarement d'ailleurs dans les cours de physique ordinaire, tellement elle est naturelle et tellement elle est évidente. Mais il se trouve qu'un espace ayant cette structure d'espace vectoriel, c'est quelque chose de très particulier et non seulement rien ne dit que notre espace, notre espace-temps a cette structure-là, mais en fait tout dit qu'il ne l'a pas. C'est-à-dire on a découvert maintenant que non, on ne peut pas définir cette structure-là sur notre espace-temps. Et le problème, c'est qu'il y a beaucoup de choses. Oui, il y a beaucoup de choses dans la façon dont on fait de la physique, dont on modélise les phénomènes physiques, dont on écrit les lois de la physique, qui reposent en fait implicitement sur l'existence de ces vecteurs entre points de l'espace. Donc on se fixe une origine, puis après on repère les points par un vecteur, un vecteur position, R égale OM. Et puis à partir de ça, on définit des vitesses qui sont la dérivée d'un vecteur position, et puis l'accélération, et puis des forces, et puis etc. Dès lors que vous perdez la notion de vecteur d'espace, eh bien, il y a beaucoup de choses qui disparaissent, et c'est potentiellement dangereux pour la physique. Qu'est-ce qu'il faut jeter? Qu'est-ce qu'on peut garder? Alors, et puis, ce qu'on garde, il faudra de toute façon le réexprimer dans un langage qui ne fait pas intervenir des vecteurs position. Est-ce qu'on peut continuer à parler de vitesse, sachant que la vitesse est la dérivée du vecteur position? S'il y a plus de vecteur position, est-ce qu'il y a quand même une vitesse? Alors en fait, oui, on verra qu'il est possible de récupérer la physique au niveau des vitesses, mais pour ça, il va falloir définir de façon différente la vitesse, non pas comme la dérivée d'une position, puisqu'il n'y a plus de position, enfin de vecteur position, mais de façon différente. Alors on verra comment. C'est pas compliqué, mais évidemment, la seule difficulté, c'est le changement de perspective. Mais mathématiquement, ça se fait bien. Alors il y a des choses très subtiles en géométrie différentielle, il y a des tas de problèmes d'ailleurs non résolus, j'en mentionnerai quelques-uns parce que c'est amusant. Mais on ne fera que des choses simples parce que, par chance, on n'a pas vraiment besoin de plus pour dire l'essentiel. En tout cas, pour écrire et présenter la relativité générale, il n'y a pas besoin de résoudre des problèmes mathématiques profonds concernant des espaces qui ne sont pas notre espace-temps. Alors,
qu'est-ce qu'on veut comme structure essentielle dans notre espace-temps et dans notre physique en général? Il y a une chose très profonde dans la physique, c'est presque une espèce de méta-loi, en tout cas dans l'état actuel des connaissances, c'est que les évolutions des systèmes, je vais noter comme ça, l'évolution des systèmes physiques est continue et différenciable. Vous le savez tous, mais vous n'avez peut-être pas tous médité très profondément ce que ça signifie et ce que ça implique. L'évolution des systèmes est continue. C'est quelque chose que tout le monde sait, pas juste les physiciens bien sûr. Tout le monde sait que si je lâche ce corps-là, alors tout le monde sait qu'il y a de la gravitation qui va se retrouver en bas, et tout le monde sait aussi qu'il va se retrouver en bas en passant par tous les points intermédiaires. C'est assez incroyable quand même, quand on y pense. Si je lâche ce corps, il va arriver là, puis là, et entre là et là, il va passer par là, puis par là, et entre là et là, il va passer par là, et en fait, la trajectoire du corps va être continue. Oui ? Pardon ? Ah, oui. Alors, effectivement, la question de savoir si véritablement l'espace-temps est continu, en un sens qu'il faut définir, mais on fait appel à notre intuition là, la question de savoir si l'espace-temps est continu ou discret est une question sur laquelle on travaille en physique fondamentale. La relativité générale se place dans le cadre standard de la physique où l'espace-temps effectivement est continu et où toutes les évolutions sont continues. Comme toujours en physique, on a la théorie du moment, rien ne dit qu'elle ne sera pas dépassée. Mais on peut remarquer quand même que cette propriété-là a l'air extraordinairement profonde. Et même si l'espace-temps s'avérait ne pas être continu au sens, on va dire, ordinaire, même s'il s'avérait que la notion d'espace et de temps devait être abandonnée au bout du compte, parce que finalement, on dit l'espace-temps. Est-ce que vraiment c'est quelque chose de fondamental qu'il faut faire avec? Il y a l'espace-temps qui est là donné. Tout ce genre de choses paraît toujours bizarre. Dès que vous dites, il y a l'espace-temps. Ok, mais il vient d'où? Qu'est-ce que c'est? C'est une substance? C'est quoi? Ou c'est juste des relations entre corps? Si c'est des relations entre corps, du coup, peut-être que ce n'est pas quelque chose de fondamental, mais peut-être que c'est quelque chose qu'un jour, on verra émerger d'une théorie plus profonde qui ne sera pas exprimée en termes d'espace et de temps, mais on verra comment ce qu'on voit se manifester comme de l'espace et du temps émerge à partir de ces structures plus profondes. Donc là, c'est une question de physique fondamentale, évidemment profonde, vaste, mais pour laquelle on n'a pas de réponse. Tout ce qu'on peut dire maintenant, c'est que les phénomènes auxquels on accède et qu'on appelle la réalité physique semblent s'inscrire dans un cadre au sein duquel la notion d'espace et de temps ont un sens, et on a cette intuition qu'aucune théorie physique n'est venue aujourd'hui contredire, cette intuition de la continuité et de la différenciabilité. Quand bien même l'espace et le temps ne seraient pas fondamentaux, qu'il faudrait les décrire autrement, on peut envisager même un espace-temps discret. Encore une fois, il faudrait vraiment préciser ce que ça veut dire, parce qu'il y a beaucoup de fausses idées là-dessus, sans pour autant que les évolutions des systèmes soient continues et différenciables. Par exemple, non, pas par exemple. Mais on y... Non, le truc, c'est que si vous dites qu'il y a un espace-temps, en physique quantique, par exemple, vous avez un système et
vous savez que vous pouvez le caractériser par un vecteur d'état dans un espace de Hilbert, d'accord? Donc il a un certain état. En physique quantique aussi, indépendamment de l'espace et du temps pour l'instant, l'évolution des systèmes est continue et différenciable, c'est-à-dire que l'état du système se transforme continuellement. Vous avez l'équation de Schrödinger, d'accord? Oups, pardon, hein, l'équation de Schrödinger, qui est une équation différentielle. Donc non seulement l'état varie continuellement dans le temps, mais c'est même différenciable, sa variation, d'accord? L'état du système pourrait n'avoir rien à voir avec une position dans l'espace. Et d'ailleurs, comme vous savez, il n'y a pas d'état de position infiniment localisé, c'est-à-dire le ket x, si vous voulez, qui correspondrait à une fonction d'onde en delta de x, ce n'est pas vraiment un état qui existe dans l'espace de Hilbert, d'accord, hein, parce que c'est singulier, ça, c'est pas une fonction d'onde, etc. Enfin, vous voyez ce que je veux dire. Donc, vous pouvez avoir un état physique d'un système qui a une fonction d'onde distribuée sur plusieurs positions. Cette fonction évolue continuellement par l'équation de Schrödinger, mais bon, là, il se trouve que en physique quantique, on considère aussi l'espace-temps comme étant l'espace-temps en fait de Newton quand on fait de la physique quantique standard, l'espace-temps de Minkowski si on fait de la théorie des champs, mais donc il y a un espace-temps continu sous-jacent. Mais on peut imaginer une expression de la physique où en fait l'espace-temps sous-jacent serait discret, ou même il n'y aurait pas d'espace-temps du tout. Néanmoins, on pourrait parler de l'état du système, dans un certain cadre mathématique différent, et que cette évolution serait continue quand même. Hein, donc vous voyez que finalement, on a vraiment l'impression que ces deux choses-là sont encore même plus profondes que l'idée même que l'espace-temps lui-même soit continu. Bon, ceci dit, dans toutes les théories physiques, tant soit peu établies, confirmées, etc., on a un espace-temps et il est continu et différentiable. On verra ce que ça veut dire précisément. Mais en tout cas, donc voilà, l'évolution des systèmes physiques est continue et différenciable. Alors ça, qu'est-ce que ça veut dire? Et ça, qu'est-ce que ça veut dire? Bien sûr. Et en l'occurrence, d'ailleurs on a commencé à le voir ici là, avec cet aparté, l'évolution obéit à des lois qui s'expriment sous la forme d'équations différentielles. Une autre chose aussi, c'est que la physique est locale. C'est-à-dire que les interactions qui font évoluer l'état des systèmes sont locales, et c'est l'origine de cette intuition de l'espace-temps, sont locales dans l'espace et dans le temps, et ces équations différentielles s'écrivent comme avec l'équation de Schrödinger en physique quantique, ou évidemment avec l'équation de Newton de la mécanique ordinaire. Ça dit que l'évolution des systèmes est contrôlée par, est définie par un taux de variation à un instant donné, d'accord? C'est-à-dire qu'on a un taux d'évolution par rapport au temps, si on parle d'évolution temporelle, qui dépend de l'état local, de l'état présent et de l'état local, donc local dans le temps, local dans l'espace, des systèmes intervenants. Pardon, on ne doit plus rien voir dans le fond, des systèmes qui font partie. Hein, c'est-à-dire qu'effectivement, on peut le voir avec cette équation-là, la manière... L'équation ne vous dit pas quel va être psi plus tard, enfin l'état du système plus tard. Ça vous dit comment elle est en train de changer maintenant, et ça dépend de l'état du système lui-même et de l'état de l'environnement, à quoi il est soumis, enfin quel est
D'accord? Quelles sont les influences des autres corps sur lui? Et donc, j'aurais dû dire ici, c'est la dynamique, je vais l'écrire en rouge, la dynamique du système, qui est donc la manière dont il évolue, enfin, la dynamique du système est encodée dans des lois qui se présentent sous la forme d'équations différentielles. Et donc l'état suivant dépend de l'état actuel et il y a un taux de modification. Mais quand je dis l'état suivant, je fais comme si le temps était discret. En fait, justement, non. Tout ça est local temporellement. Vous avez un taux de variation local. Et si vous connaissez la dérivée de la fonction, voilà, vous pouvez reconstruire par intégration les équations du mouvement. D'accord? Mais à la racine, la dynamique de la physique vous dit comment, compte tenu de l'état du système, comment il est en train de... Quel est son taux de variation? Alors, ça peut être un taux de variation temporelle, ça peut être un taux de variation spatiale. Quand vous écrivez... Enfin, j'abuse du mot taux, non, mais si vous écrivez div de E égale ρ sur epsilon 0, ça vous dit comment, localement, vous avez la valeur du champ à un endroit. Ça ne vous dit pas quel est le champ ailleurs. Ça vous dit comment, ici, là, localement, il y a une quelle est la dérivée du champ. Enfin, vous avez puis vous avez le rotationnel de E qui vaut moins dB sur dt, etc. Vous connaissez les équations Maxwell. Ça vous caractérise l'évolution spatiale, si vous voulez, en l'occurrence du champ électrique ou du champ magnétique. Mais vous voyez que c'est quelque chose de très très général. Vous avez le système, vous avez un système, sa dynamique est encodée dans la spécification de la manière dont il est en train d'évoluer dans le temps, dont il est en train d'évoluer dans l'espace, suivant le type d'équation auquel vous référez. Mais à chaque fois, c'est une équation différentielle qui vous donne un taux de variation spatiale, temporelle, ou éventuellement autre chose si vous avez une évolution dans un autre espace. Par exemple, dans un espace des états qui serait je sais pas, l'espace du spin, par exemple. Vous avez une dérivée. Vous avez une évolution dans l'espace des spins. Par exemple, vous avez un spin up et puis vous faites une interaction avec un champ magnétique et puis il va se retourner comme ça. Vous avez une précession du spin, n'importe quoi. Vous avez vu des choses comme ça en physique quantique. À chaque fois, vous avez une équation différentielle qui ne vous dit pas... disons, vous pouvez l'intégrer pour obtenir la valeur à chaque instant, mais la dynamique du système est inscrite dans le fait que, compte tenu de l'état du système et de l'environnement, voilà comment, là, il est en train d'évoluer. Ça vous donne sa dérivée. D'accord. Bon. Enfin, vous savez tout ça, mais si j'insiste là-dessus, c'est parce que c'est une des choses dont on va avoir besoin dans l'espace-temps, c'est qu'il soit possible de définir non seulement une continuité, mais une notion de différenciabilité, parce que là, j'ai dit quelque chose de totalement général sur l'évolution des systèmes, évolution pas forcément juste dans l'espace. Maintenant, si on se spécialise à la question du mouvement, d'accord, ceci est vrai aussi pour les trajectoires des corps physiques, c'est-à-dire que la traduction de ce cadre général qui a l'air vraiment totalement général, indépendant, enfin, au-delà même de la simple question spatiale, temporelle des trajectoires, dans le cadre particulier de la trajectoire des corps physiques, ça nous dit que les trajectoires sont continues et différenciable, bien sûr. Monsieur? Oui. Vous dites que l'évolution des systèmes physiques, en général, elle est continue et différenciable, et en ce qui concerne l'effondrement de la fonction d'onde, est-ce que c'est juste l'exception qui confirme la règle? Non,
la seule réponse que je peux faire, et j'y tiens absolument, c'est il n'y a pas d'effondrement de la fonction d'onde. Et donc que ça se fait de manière continue? Il n'y a pas d'effondrement, ça a l'air de s'effondrer, mais on serait obligé d'aller assez loin là-dedans. Les lois de la physique quantique, effectivement, comme j'avais écrite là, sont continues, unitaires, linéaires, unitaires, etc. Ce que vous appelez effondrement de la fonction d'onde, c'est quelque chose qui se passe ou qui a l'air de se passer quand on fait une mesure. Et donc vous êtes obligé de rajouter quelque chose sur la physique quantique. C'est une approximation et c'est quelque chose qui vient en plus. La physique quantique elle-même est unitaire. Mais je ne veux pas rentrer trop là-dedans, mais ouais. Je vais continuer de vous embêter là-dessus. Par exemple, la supraconductivité, là on a des voies qui ne sont pas du tout continues, on peut dire que c'est par rapport à la température, mais avec le temps aussi. Puis, Vous parlez d'une transition de phase, oui, enfin, même en fait. Le Oui. dernier, on en a vu, il y avait des transitions de phase et il y avait des quantités qui n'étaient pas du tout continues, mais qui avaient des dérives infinies à certains endroits. Mais quand même, la supraconductivité, c'est pas forcément une transition de phase en soi, c'est juste un métal qui. Enfin, C'est une transition, oui, on le décrit comme une transition de phase. Donc, effectivement, alors, il y a des phénomènes qui n'ont pas l'air continus. Si vous regardez à l'échelle fondamentale, ils le sont. Les lois de la physique fondamentale sont continues. Mais on pourra en reparler. Mais quand vous avez une transition de phase où vous prenez de l'eau et vous la faites s'évaporer, j'ai du liquide et puis d'un seul coup, j'ai du gaz. Et si vous regardez les molécules elles-mêmes, vous allez voir que chacune a un mouvement continu. C'est pareil, hein, je fais un choc, je fais rebondir une balle sur le sol. C'est pas différenciable, la vitesse, si je regarde la vitesse, il y a un moment, ça va faire comme ça. Oui, mais enfin, regardez chaque constituant, vous allez voir que, oh là là, au moment où ça tape sur le sol, il y a une déformation, etc., il y a des ondes de pression. Ce que je veux dire par là, c'est que dans nos théories, notamment pour les transitions de phase, c'est qu'on a vraiment des valeurs qui sont infinies pour les dérivés, et on n'a pas de continu. Oui, mais ces des valeurs sont... C'est dans la théorie. Non, certes, mais je suis d'accord avec vous, mais ces valeurs ne sont pas des grandeurs physiques fondamentales, sont des quantités dont on se sert pour statistiquement décrire quelque chose. D'accord. Si vous introduisez une grandeur qui perd son sens dans certaines conditions physiques, évidemment, alors ça peut diverger, si vous prenez son inverse, ça va tomber vers zéro, enfin vous pouvez jouer avec. Vous pouvez toujours construire des choses qui vont diverger, néanmoins, ou qui vont cesser d'être continues, parce que c'est ça, qui vont cesser d'être définies, et c'est à ça finalement que vous faites référence. Quand dans une transition de phase, vous avez un paramètre qui devient infini, qui divergent, ok, mais est-ce que la réalité physique sous-jacente est discontinue? Non. La grandeur que vous avez construite se trouve cesser d'avoir du sens dans certaines conditions, et ben donc elle n'avait pas de sens. C'est la même interprétation de notre pouvoir, en fait. On dit, bon, à partir de là, ça n'a plus de sens. Il y a toujours moyen de reformuler les choses à une échelle plus profonde et c'est continu. Pour autant qu'on sache aujourd'hui. Si j'ai bien compris votre réponse, la réponse que vous avez dite à ma question, Ouais. c'est la même qu'à sa question, c'est-à-dire que c'est pas continu parce qu'on fait des approximations, parce qu'on ne regarde pas les bonnes grandeurs. Donc l'effondrement de la fonction d'onde, c'est une sorte d'approximation. C'est un peu plus complexe encore dans le cadre de l'effondrement de la fonction d'onde, mais les lois de la physique quantique sont continues, linéaires, unitaires. Quand on fait des mesures, il y a quelque chose de spécial qui se passe, mais qui implique l'observateur d'une manière ou d'une autre. Si on regarde les champs, on en reparlera. Mais, ok. Donc, les trajectoires, voilà. Alors, simplement, la question, c'est qu'est-ce que ça veut dire ça? Quand on a une fonction, alors prenons la température par exemple. Alors, on est d'accord que la température n'est pas définie tout le temps. Il faut encore qu'on soit à l'équilibre thermodynamique. Mais supposons, on met un verre d'eau dans un four, d'accord? Et puis on monte le thermostat du four.
la température de l'eau va augmenter en supposant que, voilà, on peut considérer qu'à chaque instant on est à l'équilibre thermodynamique, on peut définir sa température, et vous allez voir que la fonction température, en fonction du temps, elle évolue continuellement. C'est pas, j'ai une certaine température, puis d'un seul coup, ping, je me retrouve à une autre température, ça n'existe pas. Bon, la température est un mauvais exemple parce qu'elle n'est pas forcément tout le temps définie, mais vous voyez ce que je veux dire. Donc pour une grandeur physique scalaire, c'est simple, vous avez une fonction, vous avez une fonction qui dépend du temps, et effectivement, qu'est-ce que ça veut dire qu'il y a une évolution continue et différenciable? Ben, ça veut dire simplement que cette fonction est continue et différenciable en tant que fonction réelle d'une variable réelle. Hein. Donc vous pouvez écrire, enfin voilà, vous avez f' de t dt et vous avez une dérivée, enfin bref. Bon. Ça c'est de l'analyse standard de réel dans des réels. Ça a mis beaucoup de temps à l'humanité pour comprendre ce que ça voulait vraiment dire continu, pour comprendre ce que ça voulait vraiment dire le calcul différentiel, c'est très tardif, on est d'accord, hein, mais on comprend ça. Dans le cas d'une trajectoire, c'est un peu plus compliqué parce qu'en réalité, c'est pas une valeur de quelque chose qui change continuellement, c'est la position qui change continuellement. C'est-à-dire que... Alors, ça veut dire quoi changer continuellement? Ça veut dire que la trajectoire du corps, c'est pas ça, et puis, ping, téléportation, le voilà qui repart par là. Ça n'existe pas. Si vous voyez ça, vous dites, il y a un truc, c'est de la magie. D'ailleurs, ça a toujours fasciné l'humanité, ce truc de téléportation, d'accord? C'est pas pour rien, c'est parce que justement, on sent bien que là, il y a un nœud. Les trajectoires en physique sont continues. Bon, c'est peut-être pas vrai au bout du compte, j'en sais rien, mais enfin, tout ce qu'on a vu et tout ce qu'on sait décrire et tout ce que disent nos théories actuellement, c'est ça. Donc, et ce sera vrai aussi en relativité générale. Mais comment vous décrivez comment vous dites que cette trajectoire est discontinue? Alors, ce que vous faites, et alors que celle-ci, elle est continue, ce que vous faites, c'est que vous repérez la position du corps par des coordonnées. Alors, c'est un vecteur à 3 dimensions, vous avez un vecteur, oui, dans l'espace euclidien, ce serait un vecteur, sinon, de toute façon, vous avez 3 coordonnées, ce serait vrai aussi en relativité générale, et vous dites que chacune de ces fonctions-là est continue. Très bien. Mais comment vous définissez ces grandeurs-là? C'est-à-dire, c'est les coordonnées du point. Mais vous voyez que... Alors, donc, c'est continu si ces fonctions sont continues. Et vous allez dire que la trajectoire est différenciable, c'est-à-dire comme ça et pas comme ça, si, en plus, x de t est continu, mais x de t est différenciable. C'est-à-dire que vous avez un x point de t, y point de t, z point de t, qui sont des fonctions elles-mêmes, et elles-mêmes d'ailleurs sont continues, vous pouvez même passer à l'accélération, puisque c'est égal à la force, donc il faut même que ce soit 2 fois dérivable, mais bon. Mais, petite expérience sympathique, x, y, z, ça représente quoi? Là, vous dites, ouais, mais oui, c'est les coordonnées cartésiennes du point. Oula, coordonnées cartésiennes, attention, vous êtes en train de faire une hypothèse sur l'espace, là. Hein. Maintenant, moi, je vais faire un mouvement à une dimension, d'accord? Donc, mon univers a une dimension spatiale, et j'ai un mouvement, voilà, j'ai un axe x comme ça, et je me déplace comme ça, et j'ai la coordonnée x, et donc je dis, donc à chaque moment, voilà, j'ai une certaine position, donc j'ai x de t. Alors le corps, il peut faire ça, il revient en arrière, il reste un petit peu là, puis il accélère vite fait, puis voilà, il fait des trucs. Et ce qu'on dit, c'est que les évolutions sont continues différenciables, donc je dis la fonction x de t est continue différentiable. OK. Maintenant, la même situation, vous êtes d'accord que x, c'est vous qui avez choisi. Vous avez choisi de prendre le 0 ici, puis après vous avez dit 1, 2, 3, etc. Mais en fait, je pourrais prendre 1, 2, 3, 12, why not? Je peux faire que je, c'est moi qui repère la position. Cette fonction x de t, c'est pas ce qui se passe dans le monde, c'est comment vous décidez de dire ce qui se passe. D'accord? Le t lui-même, d'ailleurs, supposez, enfin, je peux définir le temps comme je veux.
Alors, je vais changer de coordonnées, moi. Je vais faire un truc, alors... donc, je vais faire 1, 2, 3. Mais alors, en fait, donc, je vais faire une coordonnée x', comme ça. Alors, je vais faire la coordonnée... Donc, ça avance comme ça, puis après, ça repart d'ici. On va faire ça comme ça. Ça repart d'ici, puis ça va... Voilà, c'est-à-dire que, en fait, ça, c'est 1 plus aussi. C'est-à-dire, jusqu'à 1, c'est là, puis après, je passe de là. Et puis, du coup, je vais jusqu'à 2 moins ici, d'accord? Et puis après, je repasse là. Une fois que je suis là, je fais ça. Puis une fois que je suis là, je fais ça. Donc, voilà une autre façon de repérer les points. Une façon parfaitement légitime de repérer les points dans l'espace. À chaque point correspond une coordonnée x'. À chaque x' correspond un point particulier. Si je vous donne un x', vous savez où c'est. Si vous me donnez un point, je peux vous dire quel est son x'. C'est une façon parfaitement légitime de représenter l'espace. Simplement, une trajectoire, voilà, je prends une trajectoire simple où le corps part d'ici à une vitesse v constante et il avance par là. Alors, dans la coordonnée x de t, bah, ça va faire ça, d'accord? Dans la coordonnée x', le même mouvement, la même trajectoire, bah, ça va faire, alors de 0 à 1, ça va aller, et puis après, en fait, ça va faire ça, et puis après, ça va faire ça, puis après, ça va faire ça. Enfin, je le dessine mal, mais vous voyez, voilà la trajectoire x' en fonction du temps. Le même temps, je n'ai pas trafiqué le temps, d'accord. Et donc, le mouvement que je viens de décrire, là, la particule part d'ici et avance comme ça, à vitesse constante. Vitesse constante, c'est quoi la vitesse, etc. Cette trajectoire-là, elle est continue ou elle n'est pas continue? Si je regarde là, je vais dire, oh, oui, oui, elle est continue, c'est bien. Et si je regarde là, je dis, oh là là, il y a une téléportation, là, qu'est-ce que c'est que ça? C'est discontinu. C'est pourtant le même mouvement. Et donc, ce que vous allez dire, c'est, oui, d'accord, mais vous avez pris une coordonnée qui n'est pas bonne. Comment ça, qui n'est pas bonne? Je pense que je veux. Pourquoi la vôtre, elle est bonne? Alors, en fait, effectivement, elle n'est pas bonne. Mais elle n'est pas bonne, pourquoi? Elle n'est pas bonne, oui? C'est pas parce que lorsqu'on regarde la limite pour un seul point dans une direction et dans l'autre, on passe sur la même valeur. Oh bah, c'est-à-dire? Par exemple, on va regarder notre point, vous considérez 1 plus et 2. Ouais. Si on va dans une direction, si on veut étudier la limite dans une direction et dans l'autre. Donc ce que vous me dites, c'est que si je suis l'évolution, si je prends x' croissant, par exemple, continuellement croissant, je vais faire des sauts dans l'espace. D'accord? Si j'augmente continuellement la variable x, ting, 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 je fais des sauts dans l'espace. Mais, donc vous avez déjà une idée préconçue de ce que c'est qu'un saut dans l'espace et de ce que c'est qu'une continuité dans l'espace. Ce que j'essaye de vous montrer là, c'est qu'il ne suffit pas de lire sur le graphe qui représente la trajectoire que ce graphe est continu pour dire la trajectoire est continue. Tout dépend de ce que vous avez choisi comme coordonnées. Et justement, les coordonnées, vous les choisissez. Donc, la réponse à ma fausse question précédente, c'est-à-dire pourquoi ça, ce serait bien et ça, ce serait pas bien. La réponse, c'est que ce choix de coordonnées, il est fidèle à la réalité de la continuité de l'espace. C'est-à-dire, mais tandis que celui-là, non. Exactement pour la raison que vous dites. C'est-à-dire, si je suis continuellement la variable x', je vais faire des sauts non continus dans le vrai espace. Mais pour pouvoir dire ça, il faut déjà avoir une idée, enfin, il faut déjà que ça ait un sens d'être continu dans l'espace, indépendamment de la manière dont moi je repère les points. Il faut qu'il y ait une notion de continuité dans l'espace qui soit première. Et après, moi, effectivement, j'ai plutôt intérêt à choisir des coordonnées qui vont respecter cette notion de continuité, c'est-à-dire de choisir des coordonnées telles que une trajectoire qui est effectivement continue dans l'espace soit aussi continue dans mon système de coordonnées. Mais rien ne m'y oblige. Mais c'est quand même mieux. Comme ça, je peux voir sur ma fonction, enfin sur l'évolution des coordonnées, que l'évolution du vrai point dans le vrai espace est effectivement continue. Mais vous voyez donc que ce n'est pas parce que les coordonnées varient continuellement
ni a fortiori parce qu'elles sont différenciables, que la trajectoire est continue ou que la trajectoire est différenciable. La trajectoire est continue parce qu'elle est continue. Intrinsèquement, il faut qu'on puisse trouver le moyen de dire cette trajectoire est continue. Et s'il y a une notion de continuité dans l'espace, dans la notion de trajectoire dans l'espace donc de ligne dans l'espace-temps, s'il y a cette notion de continuité, après on va se dire, ok, tant qu'à faire, prenons des coordonnées qui respectent ça. D'accord ? Mais c'est important de comprendre que la notion, elle appartient à l'espace-temps. Il faut pouvoir définir dans l'espace-temps une notion de continuité indépendamment du système de coordonnées. Parce que sinon, vous prenez ça, je prends ça. Si on n'a pas un espace sous-jacent qui nous dit qu'est-ce qui est bien, enfin, qui nous dit ce qu'est la réalité physique de la trajectoire, ça n'a aucun sens de dire cette coordonnée est mieux que cette autre. Une coordonnée en soi, ça a un jeu de coordonnées, vous avez un point, à un point, vous avez un jeu de coordonnées. Dès lors que vous avez assuré cette bijection-là, vous êtes content. Ben oui, mais non, il y a quelque chose en plus dans la réalité physique, dans l'espace physique, il y a une notion de continuité. Alors, ça va être important. Et alors, pareil sur la différenciabilité. Alors, oui, donc, je reviens là. Donc ça, vous avez une position qui est repérée, donc je vais appeler ça le point M de T, enfin, le point P de T, voilà, le point P. Je le repère par trois coordonnées. Oui. Juste pour revenir sur ça, est-ce que du coup, dans l'espace-temps, il faudrait forcément qu'il n'y ait pas de trou? Alors, voilà, qu'il n'y ait pas de trou, est-ce qu'il faudrait qu'il n'y ait pas de trou dans l'espace-temps? En même temps, si vous avez un espace-temps qui a une forme de donut comme ça, vous voyez, je ne sais pas comment représenter bien voilà, un tore. Voilà. Si l'espace-temps, c'est ça, vous allez dire il y a un trou? Est-ce que ça a un trou? Vu de l'extérieur, on a l'impression qu'il y a un trou, je peux mettre mon bras dedans, ça me fait un joli bracelet, mais vous êtes là, vous pouvez vous balader n'importe où, vous n'avez jamais rencontré un bord, jamais rencontré une limite, il n'y a pas de trou. Donc, il faudra voir. Mais effectivement, dire que les trajectoires sont continues, ça implique des choses sur l'espace-temps lui-même. Il faut qu'il y ait cette structure-là dans l'espace-temps. Alors, ça va être une première condition requise pour définir les variétés. Il va falloir définir une notion de continuité dans l'espace, encore une fois, indépendamment de la façon dont on repère les points. Et après, on pourra se dire, OK, je vais prendre des coordonnées qui respectent cette propriété, mais qui est une propriété vraie, intrinsèque de l'espace, oui, ou de l'espace-temps. OK, donc vous avez la position d'un point au cours du temps, et ça n'a de sens de dire que l'évolution, enfin, ça n'a de sens de lire l'évolution continue et différenciable de la position d'un corps sur l'évolution continue et différenciable de ces coordonnées, que si vous avez choisi des coordonnées fidèles. Et alors, typiquement, vous faites même mieux que ça, vous prenez des coordonnées cartésiennes, et après, vous pouvez dire qu'il y a une certaine distance entre les points. Mais ça veut dire quoi, les coordonnées cartésiennes? Ça veut dire que vous faites une hypothèse sur la structure de l'espace, et vous dites, en gros, c'est un espace euclidien, c'est-à-dire, il existe un certain choix de coordonnées, tel qu'il soit possible de dire que la distance entre A et B, au carré, c'est xb moins xa au carré, plus, pareil, etc., avec les y et les z. D'accord? Mais, encore une fois, ça, c'est... Encore faut-il que l'espace porte cette structure-là. Donc, vous avez besoin de supposer qu'il y a une notion de distance dans l'espace, c'est-à-dire que ça a un sens de dire, voilà, parce que je pourrais aussi définir pareil avec des x' là-bas. Sauf que ça ne correspondrait à rien dans l'espace réel. Donc, dans l'espace euclidien de la physique newtonienne, dans l'espace minkowskien de la relativité restreinte, il y a une affirmation extrêmement forte sur la structure de l'espace-temps, de l'espace newtonien et de l'espace-temps minkowskien,
c'est qu'il existe des coordonnées telles que il y a une notion de distance sous-jacente qui appartient à la physique, indépendamment du système de coordonnées, qui peut s'exprimer comme ça, ou avec le moins C2 dt2, et telle que si l'évolution des coordonnées est continue, alors, enfin, l'évolution des coordonnées est continue si et seulement si la trajectoire est vraiment continue dans l'espace-temps. Donc il faut qu'il y ait cette notion sous-jacente dans l'espace-temps. Il faut une notion de distance sous-jacente, il faut une notion de continuité sous-jacente. Et l'évolution de la position d'un corps est différenciable si et seulement si, dans ces coordonnées-là particulières qui permettent d'écrire ça, les fonctions x, y, z sont différenciables. Donc vous voyez vraiment, c'est important de comprendre que cette structure, elle doit être présente d'abord. Et après, vous pouvez faire un choix de coordonnées qui respecte cette structure présente déjà intrinsèquement. Prenez des coordonnées fidèles en quelque sorte. Oui? Est-ce que si on définit une structure qui respecte ça, on a forcément, peu importe le système du coup, le respect aussi de ces conditions-là ou pas? Le respect de? En fait, vous parlez du coup de conditions que doivent respecter les systèmes de coordonnées pour décrire une réalité physique. Et du coup, si on doit d'abord définir une structure qui doit valider ces conditions-là, est-ce que dès qu'on en a une, n'importe quel système de coordonnées du coup a forcément aussi qui était là ou pas? Non, justement, vous pouvez prendre des coordonnées, voilà, vous pouvez prendre un autre système de coordonnées comme ça. On peut écrire la physique avec cette coordonnée-là, ce serait juste pas très astucieux, mais on peut en principe. Enfin, je veux dire, ce qui se passe dans le monde ne peut pas dépendre du choix que vous faites pour repérer la position des points. Donc, il existe, donc quand on dit les trajectoires sont continues différenciables, on parle de quelque chose qui n'est pas lié aux coordonnées, on parle de quelque chose qui peut être reflété dans des coordonnées si vous les choisissez convenablement, mais il faut arriver à la définir intrinsèquement. C'est ça qui est très important. De la même façon pour la différenciabilité, donc je suis dans l'espace à 2 dimensions, je peux prendre des coordonnées cartésiennes et dire que l'espace est euclidien, c'est très exactement dire il existe une possibilité de choix de système de coordonnées tel que tout ce qu'on connaît de l'écriture habituelle des lois, etc., fonctionne. Et donc, typiquement, je prends un système de coordonnées comme ça. Voilà. X, Y, etc. Je peux mettre le temps, je peux mettre ce que je veux. C'est une façon de repérer les points. Et si je prends cette façon-là, alors effectivement, une trajectoire vraiment continue, vraiment différenciable dans l'espace-temps, en un sens intrinsèque à définir, est reflétée par une évolution continue et différenciable des coordonnées. Maintenant, si à la place de cette façon de repérer l'espace, je prends, enfin de repérer les points, je prends un système de coordonnées qui fait ça. J'ai pas dit comme ça, hein. J'ai dit comme ça, avec des cassures ici. J'ai le droit aussi. Mais là, bien évidemment, une trajectoire qui en fait est différenciable dans l'espace-temps ne va pas être différenciable si je regarde, enfin, ne va pas donner lieu à une évolution des coordonnées différenciables, puisque je prends des coordonnées qui elles-mêmes, quelque part, ne sont pas les bonnes, c'est-à-dire qu'elles ne se calquent pas sur la structure sous-jacente. Bon, j'insiste peut-être un peu trop, mais vous verrez que ça va être important. Ok, alors... Qu'est-ce que je voulais dire? Ah oui, autre chose aussi, mais ça c'est à nouveau une évidence, parce qu'on va parler de ligne droite et ligne courbe, etc. Dans l'espace euclidien ordinaire, si vous avez choisi un système de coordonnées particulier, par exemple cartésienne, vous allez dire je sais qu'une trajectoire est rectiligne, est une ligne droite, si lorsque je la représente dans le système de coordonnées, pardon, je vais me mettre à 2 dimensions, x, y, si la trajectoire dessine une droite dans le plan XY, le plan R2 XY de ma représentation en coordonnées cartésiennes. Maintenant, prenons un exemple d'un mouvement circulaire. Mouvement circulaire dans le vrai espace. C'est-à-dire j'ai un point
Et la trajectoire, ça va être un mouvement à distance constante de cette origine. Vous voyez que j'ai besoin de la notion de distance préalable. Si je représente ça, donc ça c'est le vrai espace, la vraie trajectoire du vrai corps ici. Si je le représente avec des coordonnées cartésiennes, ben, je vais obtenir un cercle parce que c'est fidèle de ce point de vue-là. Si je représente la même trajectoire dans des coordonnées r, θ, pourquoi pas, je prends des coordonnées polaires ici, d'accord, r, θ, ça va être quoi? Alors, je ne sais pas, de moins pi à plus pi, là. Voilà. Donc, le corps, il fait ça. Voilà, par exemple, je pars de moins pi à plus pi. Donc, r égale constante, voilà la trajectoire. Si vous regardez là, vous dites, ah, mais c'est une droite, la trajectoire. Mais non, ce n'est pas une droite. Dans vos coordonnées, c'est une droite, mais ce n'est pas une droite. Et là, vous allez dire, c'est circulaire. Mais en fait, si ça se trouve, ce truc qui est représenté comme un cercle dans des coordonnées x, y, si ce n'est pas les coordonnées cartésiennes fidèles au sens où on a dit à la réalité physique sous-jacente, si ça se trouve, ça représente une droite, en fait. On n'en sait rien. D'accord? Vous ne pouvez pas lire la réalité de ce qui se passe dans le monde sur la manière dont ça se traduit dans vos coordonnées. Sauf si vous avez pris soin de choisir des coordonnées qui reflètent la structure sous-jacente. Mais ça veut bien dire qu'il a d'abord fallu la définir, sinon ça n'a pas de sens. Et donc ça va être ça la difficulté, c'est de définir intrinsèquement des propriétés de l'espace, d'un espace en général, qui peut être l'espace ou l'espace-temps, ou n'importe. Donc on va faire ça de façon un petit peu abstraite. Définir les propriétés minimales qui vous permettent d'implémenter cette intuition profonde que semble vérifier la physique à un niveau très fondamental de la continuité et de la différenciabilité. Et ce qui permet de faire ça, ce sont les variétés différentielles. Bon, donc c'était une introduction un peu longue, quelle heure est-il? Ok. Je vais... alors donc, on va... ok. Donc on l'a vu en physique newtonienne et en relativité restreinte. Il y a une hypothèse forte sur la structure de l'espace-temps, avec donc une notion, une structure affine, une notion de vecteur, etc. Comment je vais dire ça? Le point clé, c'est que c'est peut-être trop restrictif. Voilà. C'est peut-être trop restrictif d'imposer l'existence de systèmes de coordonnées cartésiens ou minkowskiens dans l'espace-temps. C'est peut-être trop restrictif. En fait, ça l'est. Donc l'idée, c'est d'essayer d'introduire uniquement le minimum de ce dont on a besoin pour implémenter ce qui semble bien être profondément inscrit au cœur de la réalité physique. Pour ça, on va avoir besoin d'une notion de continuité. Donc, ce qu'on veut sauver en quelque sorte. On veut une notion de continuité, et pour ça, mathématiquement, dans un espace, pour définir la notion de continuité, on va devoir introduire une topologie. Alors, je ne sais pas si vous avez fait de la topologie tous. L'an dernier, je me suis aperçu que vous n'étiez pas forcément, enfin pas vous, mais vos prédécesseurs n'étaient pas forcément très formés en topologie. Et du coup, j'ai passé trop de temps sur la topologie. On va court-circuiter un peu, mais c'est quand même important de définir ça. Parce qu'encore une fois, c'est capital de pouvoir dire il y a une vraie notion de continuité dans l'espace-temps, parce que sinon, on ne peut rien faire. Vous pouvez toujours prendre des... Quelle que soit la structure, vous pouvez toujours prendre des coordonnées où ça aura l'air d'être continu, mais ça ne l'est pas, ou l'inverse. Donc, on veut une notion de continuité. On veut une notion... on veut prendre en compte la dimensionnalité de l'espace. En l'occurrence de l'espace-temps. En l'occurrence, on est dans un espace-temps à 4 dimensions, c'est-à-dire, ça encore une fois, c'est quelque chose... Alors, vous savez qu'il y a des théories physiques qui essayent de décrire les phénomènes physiques dans des espaces à 10 dimensions, 11 dimensions, etc. Donc,
je n'affirme pas comme un décret universel que l'espace-temps est à 4 dimensions, mais pour autant qu'on le sache, tous les mouvements qu'on est capable d'observer, tout ce qu'on est capable de décrire dans les systèmes physiques a l'air de s'inscrire dans l'espace à 4 dimensions, c'est-à-dire qu'il y a le temps, il a l'air donné là, comme ça, et puis je peux me déplacer dans 3 directions indépendantes, je peux repérer l'ensemble des points dans l'univers avec 3 coordonnées si j'ai construit l'espace, 4 coordonnées si je parle de l'ensemble des événements de l'univers. Donc manifestement, il va falloir encoder ça. Peut-être qu'il faudra dépasser ça un jour, peut-être qu'il faudra aussi dépasser la notion de continuité, j'en sais rien. Mais en tout cas, voilà ce qu'on doit exiger dans un premier temps. Donc la notion de dimensionnalité de l'espace-temps doit pouvoir être implémentée dans l'espace qu'on va construire en mettant le minimum de contraintes possibles. Hein. On ne va pas imposer qu'il y ait une structure affine, etc. Mais par contre, la continuité, on ne peut pas y toucher. Enfin, ça va être notre point de départ. Donc on a besoin d'une topologie. La dimensionnalité de l'espace, c'est ça qui va être encodé dans la notion de variété. J'arrive tout de suite, on va appeler ce qu'on appelle une variété topologique. Et puis, on va avoir besoin d'une notion de différenciabilité. Encore une fois, l'idée, c'est que les lois de la physique s'expriment par des équations différentielles. Les trajectoires n'ont pas des brisures comme ça. Il n'y a pas de téléportation, mais il n'y a pas non plus de changement instantané de vitesse. C'est ce qui semble être au cœur de la dynamique des systèmes physiques. Et donc différenciabilité. Et donc, il va falloir... donc ça va être fourni par la notion justement de variété différentielle. Oui. C'est un peu étrange parce que dans cet espace à 4 dimensions, il y a une des 4 dimensions, du coup le temps, qui non seulement n'est pas homogène avec les autres, et en plus elle a des propriétés supplémentaires, on peut la parcourir que dans un sens, par exemple, etc. Du coup, en général, quand on fait des maths sur les espaces, on dit que les différentes directions sont équivalentes, toutes les dimensions sont les mêmes. Là, une des 4 dimensions, elle est différente des autres. Alors, tout à fait. Il y a une dimension qui est différente des autres, mais déjà on sait en relativité restreinte que, en fait, si vous faites un diagramme de Minkowski, x, ct, vous pouvez dire ça, c'est la direction du temps, mais si vous changez de référentiel, c'est-à-dire vous suivez un corps qui se déplace par exemple vers la droite comme ça va être l'axe temporel de l'autre particule, et donc à la fois c'est différent, mais en même temps, par exemple, cet axe temporel mélange le temps et l'espace d'un autre référentiel. Donc c'est différent sans être si différent que ça. En fait, la question, la différence se situe en fait dans la métrique. C'est-à-dire que chaque point, vous dites, donc la dimension du temps n'est pas la même. C'est vrai que psychologiquement, on peut avancer on avance toujours dans la même direction du temps, mais ça, il y a peut-être une question de perception. En tout cas, tel que le décrit la physique, il y a l'espace-temps qui est donné en bloc, l'ensemble des événements, et chaque point vaut chaque point. Donc ce n'est pas au niveau des points eux-mêmes qu'intervient la différence entre ce qu'on peut appeler espace et ce qu'on peut appeler temps. C'est au niveau, alors dans l'espace de Minkowski, c'est au niveau de la métrique, quand vous faites, quand vous avez alors, il y a des vecteurs dans l'espace de Minkowski. Si vous avez un vecteur qui va de O à E, l'événement E, il va avoir des coordonnées, et quand vous calculez sa norme, il y a un sigmoïde dans une des coordonnées et pas dans les autres. Donc effectivement, la structure géométrique de l'espace-temps a quelque chose en plus que simplement la distribution des points. Il y a quelque chose qui dit qu'il y a des directions qui ne sont pas comme les autres. Et effectivement, si vous tracez le cône de lumière ici, tous les vecteurs qui ont une direction à l'intérieur du cône vont avoir une norme négative dans ma convention ou positive dans l'autre, et tous les vecteurs en dehors du cône de lumière, futur et passé, vont avoir une norme positive ou négative dans l'autre convention. Donc effectivement, il y a une structure en plus. Vous voyez que c'est une structure qui porte sur les vecteurs, et qui porte sur la norme des vecteurs, en fait sur les produits scalaires si on étend de façon générale, et qui est encodée par la métrique. Donc c'est vrai, alors c'est quelque chose... Pourquoi je ne l'ai pas mentionné là? C'est parce que c'est encore une structure supplémentaire, ça va être
ça va être un chapitre suivant. Au niveau de la variété différentielle, on ne va pas introduire encore de produits scalaires. De toute façon, on a dit qu'il n'y avait pas de vecteur d'espace. Donc on ne risque pas d'avoir des produits scalaires entre les vecteurs. Par contre, ce qu'on verra après, dans le chapitre suivant, c'est qu'on peut définir des vecteurs locaux, des tangentes à des cours, des vecteurs tangents. Et ensuite, une fois qu'on aura construit cet espace vectoriel tangent, qu'on aura donc construit des vecteurs sur cette variété, on pourra définir aussi un produit scalaire sur la variété. Et ce produit scalaire, à ce moment-là, mais donc ça interviendrait plus tard, ce produit scalaire aura une certaine structure qui sera la structure de Minkowski avec une signature, comme on dit, -1, +1, +1, +1, ou +1, -1, -1, -1. Mais c'est quelque chose qui vient après. En ce qui concerne l'espace lui-même, c'est-à-dire juste notre capacité à désigner des points et à les repérer donc par des coordonnées, le temps, l'espace, un point est un point à 4 coordonnées. Dire que cette coordonnée est une coordonnée de temps, une coordonnée d'espace, ça n'intervient pas, c'est la même chose, c'est juste 4 nombres. Et une trajectoire dans l'espace-temps devra être continue et différenciable quand même, que ce soit une trajectoire qui peut être suivie par un corps physique, c'est-à-dire qui avance dans le temps, au moins dans son temps propre, ou une trajectoire que vous dessinez, un cercle dessiné sur du papier qui, à un instant donné, dans un certain référentiel. Dans tous les cas, la différenciabilité et la continuité doit pouvoir être encodée dans votre système de coordonnées, à condition qu'il y ait cette notion préexistante dans la réalité physique. Et donc, c'est ça qu'on va vouloir faire, variété différentielle. Donc voilà ce qu'on va faire. Alors allons-y. Quelle heure est-il? Ça va. Alors on va dire que ça c'était l'introduction. Premièrement, introduction du chapitre. J'espère vous avoir convaincu de bien faire la distinction entre la représentation de ce qui se passe dans un système de coordonnées particulier et ce qui se passe vraiment, et surtout dans le fait que vous pouvez choisir, que la notion de continuité et de différenciabilité doit être quelque chose d'intrinsèque, indépendant de votre système de coordonnées. Quelque chose qui est continu pourrait avoir l'air pas continu dans un certain système, et inversement. Mais il faut définir la notion intrinsèquement. Alors, allons-y. Donc, c'était premièrement introduction. Deuxièmement, comment j'ai appelé ça? Espace topologique, tout simplement. Alors, un espace, c'est un peu plus qu'un ensemble de points. Alors d'abord, vous avez un ensemble de points. Alors, je l'appelle M, on notera toujours M, les espaces, parce que M pour variété, parce qu'en anglais, ça se dit manifold, ou manifold. Enfin, manifold, c'est variété. Donc, on emploie en général la lettre M, évidemment, on s'en fiche complètement, on emploie la même qu'on veut, mais donc, c'est déjà un ensemble de points P, un ensemble de points. Alors, si c'est un espace, c'est des points, si c'est l'espace-temps, on peut les appeler événements si on veut, les points, enfin, en tout cas, donc, déjà, c'est un ensemble de points. Mais, si vous avez juste un ensemble de points, vous n'avez aucune notion de continuité possible, vous n'avez aucune notion de proximité entre les points. D'accord? Vous avez un ensemble avec le point A, le point B, le point 12, le point carré, le point comme ça, voilà un ensemble. Je veux dire, est-ce que celui-là, il est proche de celui-là? Enfin bon, ça ne veut rien dire, d'accord? Vous avez pas de... Donc, je trace une trajectoire dans cet espace-là, je fais A, puis 12, puis carré, puis B, puis intégrale. Est-ce que c'est une trajectoire continue? On voit bien que ça n'a rien à voir, enfin que ça ne veut rien dire. Donc, quelle est la structure minimale qu'il faut pour introduire une notion de continuité? C'est justement une notion de proximité, mais à travers la notion de voisinage. Mais en fait,
la continuité, les mathématiciens ont réussi à mettre au jour le fond du fond, la structure minimale qui permet de parler de continuité, de limite, de points, etc. C'est la notion de topologie. Qu'est-ce qu'une topologie? Définition, une topologie. Une topologie, alors on la note en général O sur M. Donc sur l'ensemble, on définit une topologie. Ce qu'on appelle topologie, c'est un ensemble de sous-ensembles de M tel que alors déjà l'ensemble tout entier M, il appartient à cette topologie. Donc c'est un ensemble de sous-ensembles, hein. Tout à l'heure j'ai pris, c'était quoi, A, B, carré, je ne sais plus ce que j'avais mis là, 12 et intégrale, je ne sais plus, voilà. Donc voilà l'ensemble M. Il y a des tas de sous-ensembles là-dedans. Il y a le sous-ensemble A, il y a le sous-ensemble A, carré et 12. Il y a le sous-ensemble, voilà. Bon, il y a un ensemble de sous-ensembles. L'ensemble des sous-ensembles d'un ensemble, comme vous savez, ça s'appelle la puissance de l'ensemble. P de M, c'est l'ensemble de tous les sous-ensembles possibles. Il y en a plein, ok. Et il y a aussi, ça contient aussi ce qu'on appelle l'ensemble vide. C'est-à-dire que l'ensemble de vide est un sous-ensemble de l'ensemble. C'est l'ensemble où il n'y a pas d'éléments. Très bien. Donc, une topologie, c'est un ensemble de sous-ensembles. C'est-à-dire, parmi tous les sous-ensembles, j'en prends quelques-uns. Mais ils doivent vérifier une propriété. D'abord, l'ensemble complet doit être dedans. Ensuite, l'ensemble vide doit être dedans. Ensuite, si j'ai U un certain sous-ensemble et V un autre sous-ensemble qui sont tous les deux dedans, alors U inter V est aussi dedans. Okay. Donc si... Alors, les éléments de la topologie s'appellent des ouverts. Donc c'est un ensemble de sous-ensembles de M appelé ouvert. C'est juste un nom. Si vous avez deux ouverts, deux ensembles dits ouverts, c'est-à-dire deux ensembles membres de la topologie, si vous prenez leur intersection, c'est encore un ensemble ouvert, c'est-à-dire c'est encore un ensemble membre de la topologie. Oui? Est-ce que l'ensemble entier et l'ensemble vide sont des ouverts? Sont des ouverts, ils appartiennent à la topologie, donc c'est des ouverts, systématiquement. Et il y a une quatrième condition, c'est que si vous avez un ensemble d'ouverts U, je vais les indexer par alpha, avec alpha parcourant un certain ensemble d'indexation. Ça peut être un ensemble discret, ça peut être un ensemble infini, ça peut être un ensemble infini dénombrable ou non dénombrable. J'ai une collection d'ensembles ouverts, c'est-à-dire je prends un certain nombre, y compris infini, y compris non dénombrable, de sous-ensembles de l'espace. Si j'ai ça, avec donc où chaque U alpha, donc quel que soit alpha, U alpha est dans la topologie, alors l'union pour tous les alphas dans A, oui, alors j'aurais pas dû l'appeler U, j'aurais dû l'appeler A. Sinon, c'est dur à voir. Ça, c'est l'union. L'union de A. A. Je l'appelle pas A, c'est l'ensemble d'indexation. Je l'appelle comment? Je l'appelle O, comme ouvert. A.
excusez-moi, l'union de tous les O alpha, c'est encore un ouvert. Voilà. Alors ça correspond parfaitement à notre intuition des ensembles ouverts, par exemple dans R, on représente la droite réelle. Par exemple, un ouvert, c'est l'intervalle AB comme ça. D'accord. Par contre, AB comme ça, c'est pas ouvert, ou AB semi-ouvert, c'est pas ouvert, ça c'est pas ouvert, ça c'est ouvert. C'est une façon particulière de faire une topologie, de créer une topologie sur la droite des réels. Oui. L'union des O alpha, je vais le réécrire là. Donc, si quel que soit alpha, O alpha appartient à la topologie, l'union pour tous les alphas de l'ensemble d'indexation des O alpha, oui, alors c'est pareil, c'est pas astucieux de l'avoir appelé O, appartient aussi à la topologie. Je ne suis pas très doué pour mes choix de lettres aujourd'hui. Donc, une union, y compris infinie, y compris non dénombrable d'ouvert, est ouverte, et l'intersection finie, c'est-à-dire l'intersection de deux ouverts fait un ouvert, du coup l'intersection de trois ouverts fait un ouvert aussi, puisque vous faites l'intersection des deux premiers, c'est un ouvert, puis vous faites l'intersection avec le troisième, du coup c'est ouvert. Donc un nombre fini une intersection d'un nombre fini d'ouverts est ouverte. Mais pas forcément une intersection infinie d'ouverts. Par exemple, si je prends les ouverts A-1 sur n et A plus 1 sur n, voilà les nombres ouverts. Si je fais l'intersection pour tous les n dans n de ces ensembles-là, c'est quoi? Ça va être le singleton A, qui n'est pas ouvert dans la topologie usuelle. Par contre, vous pouvez faire une union infinie, y compris non dénombrable d'ouverts, elle va rester ouverte. En tout cas, voilà la définition d'une topologie. Une topologie, vous avez votre espace, qui est un ensemble de points au départ. Sur cet espace, vous avez tous les sous-ensembles que vous pouvez imaginer. Sur cet espace, vous allez choisir un certain nombre de sous-ensembles qui vérifient ces propriétés-là. C'est-à-dire que l'ensemble global et l'ensemble vide sont dedans, ok, et toutes les unions de ces ensembles sont encore un élément de cette collection d'ensembles, et toutes les intersections finies de ces ensembles sont aussi dans la collection d'ensembles que vous avez choisie. Ça, c'est ce qu'on appelle une topologie, et c'est parfaitement vérifié par les ouverts de la droite réelle, c'est parfaitement vérifié par, les ouverts standards de la droite réelle, c'est parfaitement vérifié sur les ouverts de l'espace à 2D, à 3D, à 12D. Donc, ça capture la notion d'ouvert ordinaire, mais c'est quelque chose de beaucoup plus général. Et le point clé, c'est que cette notion-là permet de définir la continuité, permet de définir la notion de voisinage, puis la notion de limite, puis la notion de continuité. Alors, on va voir comment. Ça, vous avez déjà vu ou pas? Plus ou moins, en fait, plutôt moins que plus. Oui, quelques-uns, oui. OK. Bon. Alors, en fait, l'an dernier, j'avais distribué une feuille d'exo juste pour appliquer cette notion-là très simple. Peut-être je peux vous la donner aussi. Le seul truc, c'est que on n'a pas tant de besoin que ça d'aller trop dans les détails. C'était juste des choses très générales, des exos ultra simples qui se font chacun en vraiment 2 minutes. Mais ça permet peut-être quand même de se familiariser un peu. Le seul truc, c'est qu'après, l'étudiant avait demandé de la corriger. On avait passé 3 heures en complète à corriger ces exos. Donc, on ne va pas faire ça cette fois-ci. Mais ceci dit, vous pouvez regarder les vidéos de l'an dernier où je passe beaucoup plus de temps sur la notion de topologie. Il n'y a pas tellement de subtilité derrière tout ça, mais c'est bien de se familiariser quand même avec cette notion pour saisir à quel point cette notion est la bonne notion qui permet de définir justement la continuité. Le point clé, en revanche, sur lequel je veux vraiment insister, c'est que c'est une structure supplémentaire qu'il faut ajouter
à l'espace. L'espace, c'est pas, enfin l'espace de la physique, c'est pas simplement un ensemble de points qui n'auraient aucun lien les uns avec les autres. Ça n'aurait aucun sens. Enfin, si vous avez juste une collection de points, dire qu'il y en a un qui est près de l'autre et l'autre qui est loin, sans même parler de distance, parler de voisinage, c'est pas possible. Donc, la notion de topologie permet de parler de voisinage d'un point. Donc, c'est un terme technique, voisinage. Un ensemble, un sous-ensemble V de M. Je ne sais pas si je suis encore dans le cadre là. Si, c'est bon. Et dit voisinage du point P, si, c'est une définition, hein, la définition de la notion de voisinage. Si P appartient à ce voisinage, il est dedans, et il existe un ouvert, c'est-à-dire un ensemble de la topologie, tel que P appartient à cet ouvert, et cet ouvert est inclus dans V. Donc en fait, ce n'était pas la peine de préciser ça, c'est impliqué par ça. Mais bon. Oui. Ici, P, c'est un point qui appartient à... C'est un... Voilà. Donc P appartient... Alors... oui, enfin... oui. P appartient à M. C'est un point de l'ensemble. D'accord? Donc... Bon, en fait, voilà, ça suffit. Et forcément, puisque P est dans U qui est inclus dans V, P est aussi dans V. Donc, essentiellement, vous avez l'ensemble M, ici, un ensemble de points. Alors, je le représente déjà comme un truc un peu continu sur le tableau, mais enfin, il y a pas, ça peut être juste un ensemble d'éléments, ça peut être un nombre fini d'éléments. Pour nous, évidemment, ça va être un continuum assimilable localement à Rn, enfin R4 dans l'espace-temps, etc. Mais voilà, je représente M. J'ai un certain point P dans M. Eh bien, je dis que V, voilà un sous-ensemble de l'ensemble total, je dis que V est un voisinage du point P si il existe un certain U ouvert, donc qui appartient à la collection de sous-ensembles que j'appelle topologie. Il existe U qui enserre P et qui est contenu entièrement dans le voisinage, dans l'ensemble V. Monsieur, ça veut dire quoi de rajouter une barre au-dessous du symbole qu'on président? Oui, ça. Oui, ça pourrait être égal aussi, mais oui, inclus, oui. Enfin, c'est pas forcément inclus strictement. Mais, c'est-à-dire que si V, vous voyez tout de suite que si V est ouvert et contient P, V est un voisinage de P, de fait. Mais V pourrait ne pas être ouvert, mais être un voisinage, simplement parce qu'on peut coller à l'intérieur un ouvert. Hein, donc, par exemple, sur la droite réelle, vous avez voilà, le nombre A. A moins 1,5 et A plus 1/100 fermé, ici, intervalle fermé. Ça, c'est pas du tout un ouvert, mais ça contient A, et on peut caler, donc entre A moins 1,5 et A plus 1/100, voilà. Ça, c'est là-dedans, je peux caser un petit ouvert, là, qui contient A, et qui est contenu dedans, voilà. Donc ça, c'est un voisinage de A. Oui?
On peut prendre V aussi grand qu'on veut. Tout ce qu'il faut, c'est qu'on puisse lui caser un ouvert qui enserre le point A, enfin, qui contient le point A et qui soit contenu dans l'ensemble V. V peut être, voilà, M est un voisinage de tout point. OK. OK. C'est-à-dire que cette notion de voisinage, ça veut dire qu'il y a M et puis il y a tous les points autour, en fait. C'est ça que ça veut dire. Alors, ça peut aller très loin, ça reste un voisinage. Il n'y a pas de notion de distance. Voilà, non, il n'y a pas de notion de distance. J'ai absolument pas introduit la distance et on ne le fera pas avant très très longtemps, en fait, parce qu'il n'y a pas besoin. Pour définir la continuité, il faut juste dire, en fait, on va le voir tout de suite, hein, comment définir la continuité, mais on va le voir tout de suite. Oui. Du coup, V, il n'est pas obligé d'être dans la topologie. Enfin, non. Le voisinage, il n'est pas obligé d'être non. dans la topologie. Non, c'est pour ça que j'ai pris cet exemple. Voilà. OK. Donc voilà ce qu'est un voisinage. C'est un truc où au moins il y a tous les points voisins, quoi. Mais tous les points voisins au sens des ouverts. Alors, dans la topologie usuelle qu'on a tous en tête, voilà, on peut caser un petit intervalle ouvert dedans. Mais si vous dans mon espace A, B, 12 carré et intégral, c'est pareil, vous pouvez dire, je ne sais pas, enfin, si vous définissez des ouverts, par exemple, le sous-ensemble A carré est un ouvert, c'est un voisinage du point A parce qu'il est contenu, A est dedans, et puis à l'intérieur d'un ouvert qui est contenu dans lui. Bon. Voilà. Donc c'est très abstrait vu comme ça. Évidemment, en tête, on a ce qu'on connaît de la topologie usuelle, mais il est capital, j'insiste là-dessus, d'arriver à remonter à la vraie notion sous-jacente, parce qu'il va falloir sortir de notre tête les évidences basées sur le fait que, oui, l'espace c'est Rn, quoi, enfin, ou R4. Non, l'espace, il est ce qu'il est. Simplement, j'ai besoin d'une notion de continuité. Je ne veux pas introduire des notions de distance, de vecteur d'espace avec une norme qui me donnerait une distance et qui me permet de définir un voisinage. Évidemment, habituellement, voisinage, ça veut dire, je fais une boule, enfin, ou les ouverts, je fais une boule, je prends l'ensemble des points, la boule centrée sur P de rayon R, ça va être l'ensemble des points M, tels que la distance de P à M est plus petite que R. Voilà ce qu'on appelle une boule ouverte dans l'espace standard. Oui, si vous avez une notion de distance, d'accord. Et cette notion de distance, c'est quoi? Tant qu'on y est, c'est la norme du vecteur PM. Oui, ok, si vous avez toutes ces notions, vous pouvez le faire. Mais on ne les a plus, ces notions, on ne veut pas les avoir. Par contre, on veut définir une continuité quand même, et donc il faut définir la structure minimale. Les mathématiciens ont bossé pour nous, ça s'appelle une topologie, et voilà comment ça marche. On a une topologie, à partir de la topologie, on définit une notion de voisinage. Alors on peut repérer à chaque étape que dans le cadre de la topologie qu'on a en tête, avec une distance, un espace métrique, etc., ça colle parfaitement, mais il n'y a pas besoin de ça. Vous voyez qu'à aucun moment j'ai parlé de distance, à aucun moment j'ai parlé oui, j'ai juste des sous-ensembles. Ok, donc on a la notion de voisinage. Une fois qu'on a la notion de voisinage, on peut définir la notion de limite. Donc, vous voyez l'idée, vous avez une topologie qui est un sous-ensemble, un ensemble de sous-ensembles. Ensuite, vous avez la notion de voisinage. Maintenant, je vais m'en servir pour définir la notion de limite. Alors, définition. On dit que la suite de points P indice n dans l'ensemble des entiers, où chaque Pn appartient à l'ensemble, à l'espace global, on dit que la suite de points Pn a pour limite le point P, un autre point de l'ensemble, enfin un point de l'ensemble, si
quel que soit V voisinage de P, il existe un certain rang à partir duquel tous les points de la suite sont dans ce voisinage. Il existe grand N dans N, tel que, quel que soit N plus grand que grand N, Pn appartient au voisinage. Voilà une définition tout à fait naturelle, qui est évidente quand on pense à la topologie usuelle d'un ensemble Rn. Donc l'idée, je vois un ensemble N, M, et vous avez une suite de points, P0, P1, P2, P3, P4, puis là, vous voulez que ça tende, il y a une limite, là, voilà, d'accord, Pn, et vous dites que le point P est limite de cette suite si, quel que soit le voisinage que vous prenez de P, alors si vous prenez comme voisinage le point grand M, oui, tous les points au-delà d'un certain rang de la suite sont dedans. Mais il faut que ce soit vrai pour tous les voisinages, y compris les petits, au sens où vous le disiez tout à l'heure, de façon impropre, mais de façon intuitive. Quel que soit le petit voisinage, et je dis petit avec des guillemets, parce qu'il n'y a pas de notion de taille, mais quel que soit le voisinage de P, il y a un moment où tous les points de la suite sont dans ce voisinage. Alors, il y a des cas rigolos. Si vous prenez... parce que la topologie, vous avez le choix de la topologie. Quand vous avez un ensemble, vous pouvez définir des tas de topologies bizarres. Bizarres ou pas bizarres, des tas de topologies différentes. Donc, y compris sur R, on peut prendre la topologie usuelle, définie par une distance, parce qu'on a une notion de distance préalable, etc. On peut définir donc la topologie usuelle, mais on peut définir des tas d'autres topologies. En particulier, un truc rigolo, c'est que pour n'importe quel ensemble, vous pouvez toujours définir la topologie qu'on appelle la topologie discrète, la topologie triviale, c'est un ensemble de sous-ensembles, et vous prenez comme ensemble, vous prenez l'ensemble vide et M. Voilà la topologie triviale sur n'importe quel ensemble, M. Vous dites, de toute façon, il faut qu'il y ait l'ensemble vide, il faut qu'il y ait M dedans, dans les axiomes de la topologie. Puis il faut que n'importe quelle intersection et n'importe quelle intersection finie et n'importe quelle union soit dedans. Bah, c'est le cas, d'accord? M à intersection avec lui-même, ça fait M, c'est dedans. L'ensemble vide avec... Bah, bref, ça marche, évidemment. Donc ça, c'est une topologie triviale. Vous avez aussi la topologie discrète que vous pouvez faire sur n'importe quel ensemble. Topologie discrète. Bah, c'est simple, vous prenez tous les sous-ensembles de M. Il y a l'ensemble vide dedans, il y a M tout seul, et puis il y a tous les ensembles. Donc vous en prenez deux, vous faites l'intersection, bah, il est dedans. Vous en prenez autant que vous voulez, vous faites l'union, bah, ils sont dedans, parce que vous avez tous pris. Donc évidemment, ça aussi, ça définit une topologie. Elle va pas être super intéressante, celle-là non plus sûrement, mais en tout cas, ça montre qu'on peut définir des topologies. Et vous voyez que la notion de limite, la notion de continuité, va dépendre de la topologie que vous avez choisie. Par exemple, si vous avez choisi la topologie triviale, d'accord? Eh bien, dans la topologie triviale, vous voyez que n'importe quelle suite de nombres a pour limite n'importe quel point. D'accord? N'importe quel point ici est limite de la suite. Pourquoi? Parce que ce qu'il faut, c'est que si je prends un voisinage de ce point-là, dans cette topologie-là, c'est simple, il n'y a qu'un seul voisinage de ce point-là. Non, oui, c'est M lui-même. D'accord? Puisque c'est le seul ouvert qui contient le point. Donc M est un voisinage, et l'ensemble vide n'est pas un voisinage, puisque le point n'est pas dedans. Donc ce n'est pas un voisinage du point. Donc le seul voisinage du point, c'est M. Et donc, est-il vrai qu'à partir d'un certain rang, tous les points sont dans M? Bah oui, c'est des points de M.
Donc, toutes les suites, quelles qu'elles soient, convergent vers n'importe quel point que vous choisissez. Donc, c'est évidemment une topologie qui n'est pas super intéressante. Mais vous voyez que la notion, elle s'applique quand même. Oui? En fait, du coup, la définition de limite ici, c'est exactement la même que pour un réel, sauf qu'au lieu de considérer une valeur absolue ou alors, dans le cas complexe, une norme, on a juste une boule de rayon R qu'on considère en ouvert. Oui, sauf que justement, ce n'est pas une boule de rayon R. Il n'y a pas de rayon, il n'y a pas de... C'est juste, on a défini abstraitement des voisinages. Et la notion de voisinage repose sur la notion de topologie. Donc ça dépend de la topologie que j'ai choisie. Et effectivement, sur R, on a une topologie usuelle. Dans Rn, on a une topologie usuelle associée à la distance standard de l'espace cartésien sous-jacent, etc. Mais dans n'importe quel espace, je définis une topologie. Et dès que j'ai une topologie, automatiquement, j'ai une notion de voisinage, telle que je l'avais définie là. Une fois que j'ai la notion de voisinage, automatiquement, j'ai une notion de limite définie comme ça. Et effectivement, la remarque que vous faites, c'est que cette notion correspond bien à ce qu'on appelle voisinage et ce qu'on appelle limite dans le cas de la topologie usuelle. Simplement, c'est beaucoup plus général, c'est beaucoup plus abstrait. Il n'y a pas besoin de parler de boules, de rayons, de distance, etc. C'est défini simplement, tout découle uniquement d'un choix particulier d'ensemble de sous-ensembles qu'on décrète ouverts. Je prends un certain nombre de sous-ensembles, je dis, voilà, ils sont ouverts. Il faut juste vérifier, enfin, exiger que si je prends une intersection de deux d'entre eux, c'est encore un élément du total. Du coup, excusez-moi, Ouais. on travaille dans R3 croix R+. Pardon? On travaille dans R3 croix R+, dans le cas ou pas? Non, non, il n'y a pas de R du tout, là. C'est que des points, c'est... Et plus tard, Ah! Non, plus tard, on travaillera dans Rn. Mais en fait, non, on ne travaillera pas dans Rn. On travaillera dans une variété, d'abord topologique. Et la variété, une variété de dimension n, ça va être un ensemble de points qui, localement, ressemble à Rn. Voilà. Donc ça va être ça. Donc on sera localement Rn, mais seulement localement. On va construire ça petit à petit. Je pense que le temps passe. Je finis juste... oula, ouais. Si, on a encore un petit peu de temps. Oui, ça va. Donc vous voyez l'idée. Donc j'ai pris cet exemple-là complètement trivial, mais enfin ça marche aussi. Toutes les suites sont... Enfin, tous les points sont limites de toutes les suites, quelles qu'elles soient. Bon, c'est pas très intéressant. On voit bien qu'on a intérêt, si on veut capturer quelque chose d'un peu plus fin, en quelque sorte, on a intérêt de prendre une topologie qui ne soit pas juste la topologie triviale. Mais vous voyez que si vous allez trop loin, si vous allez jusqu'à la topologie discrète, c'est-à-dire vous mettez tous les sous-ensembles, vous dites, ils sont tous ouverts, allez, pas de discrimination, ils sont tous ouverts, voilà la topologie. Ça marche. Encore une fois, ça vérifie les axiomes, c'est une bonne topologie, ça permet de définir du voisinage, ça permet de définir une notion de limite, ça permet de définir une notion de continuité. Simplement, dans cette topologie discrète, ce que vous voyez par contre, c'est qu'il n'y a pas de suites qui convergent, sauf les suites constantes. C'est-à-dire, sauf les suites constantes à partir d'un certain rang. Parce que, du coup, la définition, c'est que quel que soit le voisinage que je prends autour du point, le autour étant une notion un peu abstraite, il ne faut pas se représenter une distance, mais donc je prends quel que soit le voisinage du point que je considère, comme candidat à être la limite de la suite Pn, je dois vérifier qu'à partir d'un certain rang, tous les éléments de la suite sont dans le voisinage. Oui, mais dans le cas de la topologie discrète, le singleton P, juste le sous-ensemble constitué de P tout seul, c'est un voisinage, puisqu'il est ouvert déjà, et P est dedans. Donc c'est un voisinage de P. Donc il faut qu'à partir d'un certain rang, tous les éléments de la suite soient dans cet ensemble-là, donc soient égal à P. Donc les seules suites qui convergent vers un point, c'est les suites qui valent le point au bout d'un certain temps. Donc il n'y a pas une notion de « je m'approche de plus en plus ». Encore une fois, approcher, ce n'est pas le bon terme. Hein, mais... Donc, voilà, entre la topologie triviale, où toutes les suites convergent vers n'importe quel point, et donc c'est la topologie la plus
la plus grossière, il y a juste deux éléments, les deux seuls qui sont obligés d'être là. Entre cette topologie-là et la topologie discrète, vous avez mis sans discrimination tous les sous-ensembles, vous avez dit, ils sont ouverts. Et bien, du coup, il n'y a pas de notion de je converge petit à petit. Il y a un moment, il faut valoir le point final. Entre ces deux-là, ben, vous avez tous les cas possibles, suivant la topologie que vous choisissez. Mais vous voyez que dire une suite converge vers un point, en soi, ça ne veut rien dire. Ça veut dire quelque chose si vous avez choisi une topologie. Alors, vous pouvez parler de voisinage, alors vous pouvez parler de limite. Donc vous voyez qu'il y a une espèce de hiérarchie ici, je change de couleur à chaque fois, une espèce de hiérarchie des notions. La notion première, c'est la topologie, et c'est juste un ensemble de sous-ensembles qui vérifient les axiomes standards des ouverts habituels. Quand vous l'avez, vous avez une notion de voisinage. À chaque fois, ça prend une ligne, la définition. Et ça calque vraiment l'intuition qu'on a avec les ouverts standards et la notion de limite dans R. Mais sauf que c'est plus général, il n'y a pas besoin de supposer des choses qui risqueraient de ne pas être valables pour l'espace-temps. Et une fois que vous avez le voisinage, vous avez la notion de limite. Et une fois que vous avez la notion de limite, alors vous avez la notion de continuité. C'est bien là qu'on voulait arriver. Il me reste une couleur, il me reste du violet, voilà. On arrive à la notion de continuité. Je peux effacer là. OK. Donc j'ai cette notion de continuité. Alors c'est quoi la notion de continuité? Bah, vous le savez intuitivement, vous savez bien. Alors on va dire qu'une fonction f de m dans quelque chose, q comme quelque chose, d'accord, est continue si, alors il faudra mettre des restrictions, je les mets juste après. Edit continue au point P, elle continue en un point, après vous pouvez dire qu'elle est continue tout court, si elle est continue en chacun des points, évidemment. M dans Q, edit continue au point P, si et seulement si, enfin c'est la définition, si limite, oui, je n'ai pas introduit la notation, mais vous la connaissez. Si vous avez une suite de points Pn dont la limite, quand n tend vers l'infini, est le point P, d'accord, hein, donc c'est-à-dire à partir d'un... Enfin, quel que soit le voisinage autour de P, il y a un certain rang à partir duquel tous les Pn sont dans ce voisinage, hein, donc c'est P est la limite de la suite des Pn, hein, chaque Pn est dans M, P est évidemment aussi dans M, et on a cette propriété que ceci est une suite qui tend, enfin qui converge vers P, dont la limite est P. Si vous avez ça, alors la suite des f de Pn a une limite et sa limite, quand n tend vers l'infini, de f de Pn, c'est justement f de P. Évidemment que c'est ça la définition de la continuité. D'accord? Si vous vous rapprochez, donc vous avez une fonction de m dans Q. Si vous avez des points qui se rapprochent de P, si vous prenez leurs images, eh bien les points se rapprochent les images se rapprochent de f de P. C'est pas juste que, alors déjà, il faut que ça converge quelque part, et il ne faut pas que ça converge ailleurs de f de P, parce que sinon, si vous appliquez la fonction P, la fonction f, et à un moment, vous allez faire un saut. D'accord ? Donc, ça correspond bien à la notion de continuité. Mais, et j'arrive avec la restriction annoncée, ceci n'a de sens. Pouvoir écrire ça n'a de sens
que si, 1, vous avez une notion de limite dans l'ensemble M, et pour ça, vous avez besoin d'une notion de voisinage, et pour ça, vous avez besoin d'une notion d'une topologie. Donc, ce n'est pas une fonction juste de... Enfin, c'est une fonction de M dans Q, mais il faut que M soit muni d'une topologie. Sinon, il n'y a même pas de sens de parler de limite. Mais il faut aussi qu'il y ait un sens à parler de la limite de la suite des images de F. Enfin, des images par F de la suite. Donc, il faut absolument qu'il y ait aussi une topologie dans l'ensemble Q. Sinon, comment vous pouvez savoir que la suite des F de Pn converge quelque part à une limite? S'il n'y a pas de notion qui permette de dire que tel point est voisinage de tel autre, etc., ça ne marche pas. Donc, on ne peut parler de continuité d'une fonction entre un point, entre un ensemble et un autre ensemble, que si on a préalablement défini sur chacun des deux ensembles, de départ et d'arrivée, une topologie qui donne un sens à la notion de limite via la notion de voisinage et via le choix de la topologie. Vous voyez, c'est vraiment très important. Dire en soi qu'une fonction est continue, ça n'a pas le moindre sens. Ça a un sens si sur l'espace de départ et l'espace d'arrivée, vous avez défini une topologie. Oui? Et du coup, pourquoi est-ce qu'on n'introduit pas une distance? C'est plus, ça nous permet de mieux comprendre. Autant, Ah oui, mais est-ce qu'on peut définir une distance sur tous les ensembles? Bah là, je ne vois pas pourquoi on ne pourrait pas. Est-ce qu'on peut définir une distance pertinente sur tous les ensembles? Bah, faut prendre la norme. La norme de quoi? D'un vecteur? Quel vecteur? C'est quoi le vecteur Paris-Berlin? C'est la distance minimale. La distance? Et comment vous la calculez, cette distance? Vous voyez? Non mais c'est parfait votre question, c'est exactement ça. C'est-à-dire, ce qu'on voit, c'est que toute notre intuition repose sur l'idée que, ouais, ben, c'est l'espace, quoi, l'espace. Bah ouais, quoi, l'espace euclidien, avec des vecteurs, avec des normes, avec une direction, puis je l'amène là, puis c'est la même direction, c'est le même vecteur, il a la même norme, etc. Ah, puis je vais tout droit, puisque je ne change pas de direction, etc. Oui, l'espace euclidien. Et si notre monde n'était pas comme ça? Eh bien, notre monde n'est pas comme ça. Je suis au regret de vous dire, l'espace-temps n'est pas un espace euclidien, n'est pas non plus un espace minkowskien, ce n'est pas un espace affine, il n'y a pas de vecteurs, et donc il n'y a pas de norme de vecteurs, puisqu'il n'y a pas les vecteurs, enfin de vecteurs d'espace, il n'y a pas de norme de vecteurs, donc il n'y a pas de distance entre les points. On va pouvoir introduire une notion de distance, mais qui sera ambiguë et qui ne sera pas première et qui ne sera pas capitale, qui n'aura aucun lien, enfin aucun rôle d'ailleurs dans la physique. On peut définir la distance d'une trajectoire à partir d'une notion de vitesse qui, elle, a un sens, en intégrant la vitesse sur le temps, etc. Mais ça n'intervient pas dans les lois de la physique, qui sont d'ailleurs locales, comme je l'ai rappelé. Donc, effectivement, là, vous avez l'impression de dire, OK, on est en train de vraiment d'écraser les mouches avec un marteau-pilon pour des choses qu'on connaît bien, quoi. Mais sauf que, non. On connaît bien via des notions dont on veut se débarrasser. Par contre, on veut garder une notion de continuité, parce que la physique est continue, pense-t-on en tout cas. Et puis une notion de différenciabilité. Et ça va être un tout petit peu plus dur. Pas tellement, mais oui. Vous allez dire, on peut avoir une fonction qui est continue entre deux topologies qui peut être discrète, c'est-à-dire avec un cardinal qui est défini, qui est en entier, quoi, qui n'est pas forcément infini. Oh oui, oui. Oui, oui, tout à fait. Alors, si vous prenez la topologie triviale, en fait, vous allez voir que, alors, dans l'espace de départ, vous allez voir, en fait, que toutes les fonctions sont continues, par exemple. Du coup, ce n'est pas très intéressant non plus. Enfin, voilà. Donc, il y a des... mais justement, alors, une fonction donnée, je prends un ensemble avec quelques éléments, je prends un autre ensemble avec d'autres éléments, voilà, puis je fais une fonction, donc comme on était à la maternelle, on fait voilà, bijection, injection, surjection, on s'amuse avec... Voilà, on a une fonction qu'on définit comme ça. Question, cette fonction est-elle continue? Réponse, qu'est-ce que vous appelez continue? C'est quoi votre... Définissez-moi une topologie, je vais vous le dire. D'accord?
Je vais vous dire s'il est vrai que si j'ai une limite ici, la limite des images, c'est bien l'image de la limite, etc. Voilà. Mais si je change de topologie, la même fonction peut être continue dans une topologie et pas continue dans une autre. C'est parfaitement courant, ça. D'accord? Ouais. Là, on a défini la continuité pour une fonction, mais tout à l'heure, on parlait de continuité de l'espace lui-même. On n'a pas envie de définir ça aussi pour les points et... Non, on n'a pas encore défini la continuité d'une trajectoire. On va le faire, mais on y vient. Juste un dernier point ici. Oui, c'est qu'il y a une autre façon de caractériser la continuité qui découle de ça. C'est-à-dire, on peut montrer, c'était un des exercices qu'il y avait sur la feuille. Je vous donnerai, je la mettrai sur Moodle si vous voulez la feuille, ou sous la vidéo, je ne sais pas. J'essaierai de la mettre sur Moodle. Je ne suis pas très fort avec Moodle, mais on verra. On peut démontrer très facilement, hein, donc je vous encourage à essayer de le faire parce que ça permet de se familiariser avec les notions. On peut démontrer que une autre façon de définir, de caractériser la continuité, qui est équivalente à celle-là, on comprend bien, je tends vers un truc, ça tend vers le même truc. Hein. Mais en fait, on peut montrer que c'est équivalent, et c'est la définition qu'on utilise le plus souvent en réalité, parce qu'il n'y a pas besoin de manipuler ces histoires de limites, il faut prendre une suite d'abord, etc. La caractérisation de la continuité est la suivante. Donc f, alors f de m OM dans n ON, donc j'ai besoin de deux espaces topologiques. Ah oui, je ne l'ai pas dit, un espace muni d'une topologie, on appelle ça un espace topologique. Okay. Donc, je peux parler de continuité d'une fonction entre deux espaces topologiques parce que la notion est définie, j'ai introduit la topologie. Donc, f1 est continu si et seulement si, quel que soit... comment je vais l'appeler? Quel que soit un nom d'ensemble, un ouvert, bon, allez, A, quel que soit A dans la topologie de N, donc je prends un ouvert dans l'espace d'arrivée, je prends sa préimage par la fonction f. Alors la préimage, vous savez ce que c'est, hein, la préimage d'un point, c'est l'ensemble des antécédents qui donnent ce point-là. Alors si la fonction est inversible, c'est l'antécédent qui donne ce point-là, mais la fonction pourrait être non injective, et le même point peut être atteint par 3-4 points différents. À ce moment-là, la préimage du point, c'est les 3-4 points différents en question. Et la préimage d'un ensemble, c'est l'ensemble de tous les antécédents de tous les points de cet ensemble, évidemment. Donc la préimage par f de A, qui est donc un ensemble, l'ensemble de tous les antécédents de tous les points dans A, ça doit être un ouvert de M. L'image inverse, enfin la préimage de tous les ouverts sont des ouverts. Si vous avez ça, la fonction est continue, ça vérifie ça, c'est équivalent. Ça implique ça, c'est la même chose, c'est la même notion. C'est plus facile à caractériser, il n'y a pas besoin de parler de limite, de suite, etc. Vous prenez un ouvert, si vous pouvez montrer que sa préimage est ouverte, la fonction est continue. Et si elle ne l'est pas, elle n'est pas continue. C'est-à-dire s'il existe un ouvert dont la préimage n'est pas ouverte, c'est pas continu. Donc c'est puissant. Et c'est vraiment la bonne caractérisation de la notion de continuité. Donc voilà, c'est joli. Je crains qu'on arrive au bout. Oui, on a un petit peu dépassé le bout. Donc je répondrai à votre question. Enfin, j'expliciterai comment, à partir de ça, on peut parler de la continuité d'une trajectoire dans l'espace. Mais essentiellement, je le dis en deux mots. Une trajectoire, on va la parcourir avec un paramètre et on va la définir comme une application de R dans la variété. R muni de sa topologie usuelle. Si M est muni d'une topologie, il y a un sens à dire que cette application est continue. Si elle est continue, la trajectoire est continue. Mais vous voyez que je peux dire continue parce que j'ai une notion de continuité dans la variété qui est fondée sur le choix d'une topologie. Ouais. Moi, je voulais parler de la continuité de l'espace lui-même et pas juste de la continuité de la trajectoire. Oui, alors à ce stade, ça ne veut rien dire en fait, mais on y reviendra.
il y a une notion de continuité sur l'espace, dire que l'espace est continu. On en reparlera. C'est bon ?